Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui est la dernière que je filme cette année puisque nous sommes le 31 décembre et que je vous filme mon top 5 de l'année 2021. Donc dans cette vidéo c'est tout simple en fait, je vais vous présenter les 5 meilleures lectures que j'ai pu avoir cette année. Faut savoir que j'ai quand même pas mal lu cette année encore une fois, mais que j'ai vraiment fait un top 5, vous verrez j'ai un petit peu triché parce que quand il y avait plusieurs tomes d'une saga, bon je les ai tous mis s'ils avaient tous été des coups de cœur etc. Et j'ai mis quand même 2 mentions honorables qu'on verra à la fin parce que c'est quand même des livres qui sont particuliers et je vous en parlerai à la fin. On y va de suite. Alors je vais commencer tout simplement par la place numéro 5 jusqu'à la numéro 1. Alors sachez que certains ont été très difficiles à placer, mais en tous les cas, enfin dans tous les cas pardon, sachez que ces 5 livres, on va dire entre guillemets ces 5 livres ou ces 5 sagas, sont toutes les 5 mes meilleures lectures de l'année. Donc dans tous les cas, elles sont toutes géniales en fait à mes yeux. Et ça a été vraiment très dur de les placer comme je vous l'ai dit, mais on y va de suite. Alors le premier en fait ça a été le plus compliqué à placer pour moi parce que j'hésitais à le mettre plus haut. Après je me dis non parce que par rapport à ceux qui en face, je veux dire voilà, ceux qui en face c'était des énormes coups de cœur de par le fait notamment que c'était des sagas pardon. Mais ce livre en fait a tellement été un coup de cœur que je me dis dans tous les cas il y sera, dans tous les cas je vous dirai à quel point je l'ai aimé. Et donc je vous présente Sorcery of Thorns donc de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et moi ici c'est l'édition Grimoire. Donc, elle est magnifique. Et hop. Enfin franchement ce livre. Alors ce livre a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu quand même en fin d'année ce livre. Je l'ai lu octobre je crois. Il me semble que je l'ai lu dans la période d'octobre-novembre. Et du coup, pour l'histoire, en fait, on va suivre Elisabeth, qui est tout simplement une jeune fille qui travaille dans les grandes bibliothèques et qui a toujours vécu dans les grandes bibliothèques. Sauf qu'un jour, un livre va se transformer en monstre de papier et d'encre. Et en fait, Elisabeth va être accusée de l'avoir libérée. Et du coup, elle va être chassée et elle doit tout simplement, pour survivre, se rallier à Nathaniel Torrance, un sorcier, en sachant que, étant une grande bibliothécaire, enfin, voulant devenir une grande bibliothécaire, les grands sorciers, elle n'aime pas trop ça, et même pas du tout. Pour elle, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'il faut totalement bannir de sa vie. Elle sait qu'elle sera obligée de la côtoyer plus tard, mais elle ne veut pas y avoir affaire dans son personnel, on va dire. Et bon, voilà, il s'avère qu'elle n'aura pas le choix si elle veut survivre, car nous, on suit l'histoire à ses côtés, et on voit très bien que ce n'est pas elle qui l'a libéré, ce monstre, et qu'elle a même tout fait pour protéger les habitants, etc. Mais les autres ne l'entendent pas de cette oreille-là. Et voilà, bref, pour l'histoire, en gros, c'est de la fantaisie, etc. Et Nathaniel Thorne, bon, un petit beau gosse, on va dire. Je vais juste vous lire à la fin du résumé, parce que ça résume en fait un peu ce que j'ai dit, ça rajoute des éléments, et ça permettra aussi peut-être de mieux comprendre. Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur, Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce livre est trop bien. Franchement, c'est un one-shot. Et je ne lis pas souvent des one-shots parce que moi, j'aime pas trop les one-shots. Parce que j'ai tendance à souvent trop m'attacher. Et quand il y a un one-shot, je suis en mode... Il n'y aura jamais la suite, on ne saura jamais ce qui se passe, etc. Donc c'est pour ça les one-shots, en fait, c'est pas que j'évite parce que des fois je sais même pas que c'en est, je les lis. Mais c'est vrai que je pense que inconsciemment je me tourne vers des sagas beaucoup plus souvent que vers des one-shots. Parce que je sais que derrière je pourrais revoir les personnages, tout ça. Mais bref, du coup, un énorme coup de cœur pour Sorcery of Thorns. Il y a un update lecture qui va sortir très bientôt. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Ensuite, en 4e position, vous allez voir qu'ils sont ex-aequo en fait avec la 3e parce que j'ai pas réussi à me décider tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui rentraient en jeu dans ce choix. Mais du coup, pour cette 4e position, je vous parle de Nevermore, donc de Jessica Thompson. Et aux éditions Pocket Jeunesse, sauf que là, je vous parle en fait des 3 tomes de Nevermore, puisque cette année, j'en ai lu 3. Et que tous les 3 en fait ont été des coups de cœur. C'est-à-dire que quand je ressortais de la lecture des Nevermore, et ben, j'avais besoin de plus et j'étais triste en fait. Et je me rendais vraiment pas compte quand j'étais dans l'histoire, mais je suis vraiment attachée au personnage, à cet univers, et j'ai vraiment envie de savoir le fin mot de cette histoire.
Donc voilà. Il faut savoir que ce tome 1, je le dis très souvent, mais à la base, il ne m'attirait pas du tout. L'histoire avait l'air bien, mais comme ci, comme ça. Et les couvertures ne me plaisaient pas. Enfin, il n'y avait que le 1 à l'époque. La couverture du tome 1 ne me plaisait pas. Sauf qu'en fait, je me suis dit, vas-y, tente-le. Et j'ai bien fait, puisque ça a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, vous avez pu normalement tous les suivre en vlog lecture, puisque je suis sûre pour le 1 et le 2 d'en avoir fait un. Le 3... Ah non, peut-être pas le 3 en fait. Je ne sais plus. Mais si vous allez sur la chaîne, de toute façon, vous verrez tout. Et je vous dis quand même de quoi ça parle et ce que j'en ai pensé. Dans Nevermore, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Morrigan et qui, le soir de ses 11 ans, doit mourir tout simplement car c'est une enfant maudite. Elle est née le jour du merveillon. Donc ça signifie, comme je vous l'ai dit, qu'elle est maudite et aussi que, comme je vous l'ai également dit, qu'elle doit mourir et que son cercueil l'attend et qu'elle est au courant et que tout le monde sait que Morrigan doit mourir cette nuit-là. Pour bien contextualiser, moi j'aime toujours quand même préciser ce point. En fait, c'est que Morrigan, elle n'est pas du tout aimée là où elle est. C'est vraiment une enfant maudite. C'est-à-dire que ses parents, ils ont qu'une hâte, concrètement, c'est qu'elle parte, quoi. Parce que ça crée plein de catastrophes. Et notamment son père pour son boulot, etc. Et le travail pour son père, c'est extrêmement précieux dans mes souvenirs, hein, dans le tome 1. Et du coup, Morrigan, elle n'est pas du tout attachée à sa famille. Ce qui me semble logique, d'ailleurs. Et du coup, nous, on va la suivre un petit peu avant cette fameuse soirée. Et en fait, il va s'avérer qu'un homme assez étrange, assez folklorique, va venir la sauver in extremis de la mort et qu'il va l'emmener à Nevermore car Morrigan pourrait être un petit peu plus particulière que ça et elle pourrait ne pas seulement être une enfant maudite, mais peut-être plus que ça. Et du coup, on va découvrir un nouveau monde par les yeux de Morrigan, on va découvrir de la magie, des créatures. On va découvrir énormément de choses et surtout on va découvrir qui est Morrigan et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter au monde de Nevermore tout simplement. Donc chaque tome a une histoire particulière mais chaque tome est relié par un fil central, c'est-à-dire un même grand méchant, une même quête globale, etc. Et moi j'adore, j'adore. Il y a beaucoup de tomes de prévus. Je sais plus si c'est 11, je crois. 9 ou 11. Quelque chose comme ça, ou 7. Non, 7 c'est... Non, je crois que c'est 9 ou 11. Je ne sais plus. Je l'ai dit dans un des vlogs, parce que j'avais recherché justement à ce moment-là. Mais là, je ne sais plus. Mais bref, en résumé, du coup, Nevermore, un gros coup de cœur. Et franchement, je ne peux que vous recommander. Les 3 tomes ont été géniaux. Mon préféré, ce serait compliqué à dire, mais... Ouais, le 1, je l'ai bien aimé, mais... Enfin, ça a été un gros coup de cœur. Mais je veux dire, par rapport aux autres... Je pense que le 2, ça reste quand même un peu mon préféré. Mais alors le 3. Le 3 promet des choses pour la suite qui ont l'air géniales. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, ex aequo avec le 4e. Donc à la 3e place, on retrouve Gardien des Cités Perdues, le tome 8.5. Donc de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors oui, cette année, il n'est pas plus haut que ça dans le classement. Parce que c'est toujours mes top 1. Parce que là, en fait, c'est pas vraiment un roman en entier. C'est aussi, surtout, en fait... une partie dossier. Regardez, je vous montre. Et en fait, c'est-à-dire que c'est plein d'éléments sur l'univers Gardien des Cités Perdues, mais ce n'est pas un roman. Là, bien sûr, hop, j'essaie de vous trouver la partie roman qui est ici, vous voyez. Donc, c'est un roman court, mais je l'ai quand même tellement aimé qu'il est dans mon top. Et c'est juste que par rapport, vous allez voir, au top 1 et au top 2, ouais, c'était pas comparable, on va dire. C'était pas vraiment un tome, c'était plus un tome bonus, mais qui est nécessaire à la lecture. Je vous fais le résumé et je vous en dis. Dans Gardien des Cités Perdues, on suit Sophie, une jeune ado de 12 ans qui en fait vit parmi les humains. Sauf qu'elle entend les pensées des gens et ce depuis toute petite, qu'elle ne le contrôle pas et qu'elle ne comprend pas pourquoi non plus. Et en fait, Sophie, à 12 ans, elle est déjà en terminale parce qu'elle est, avec sa mémoire photographique, elle est super intelligente. Et du coup, tout le monde la traite de monstre, etc. Elle n'a pas d'amis. Franchement, elle n'est pas aimée, vous voyez, genre, c'est un peu le petit canard noir. C'est un peu, vous savez, celle qui est toujours mise à l'écart. Je me souviens que dans le livre, on la traite de monstre, littéralement. Et voilà, c'est pas la joie pour elle, elle en a vraiment marre. Et en même temps, de l'autre côté, elle a une famille qui l'aime énormément et de tout son cœur. Personne n'est au courant qu'elle entend les pensées, bien évidemment. Un jour, elle va faire une sortie au musée avec sa classe et un étrange jeune homme va venir l'aborder. Car il semblerait qu'il l'ait reconnue et qu'il lui dise que Sophie n'est pas humaine et que son monde l'attend. Et que c'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens et qui pourrait l'aider à contrôler ceci.
moi ça m'avait vendu du rêve. Et encore, je trouve que le résumé, il est 10 fois moins bien que ce qu'il y a dans l'histoire. Vraiment, en fait, c'est-à-dire que ce livre, je l'ai lu en 2019, je crois, 2018, le tome 1. Et j'aime toujours autant, je me fais des relectures très fréquemment de Garden City Perdu, tellement j'adore. Mais du coup, parlons plus précisément de ce tome 8.5, donc je ne spoilerai pas bien évidemment. C'est toujours la suite du coup des aventures de Sophie, puisque tout simplement dans chaque tome, en fait, on suit ses aventures. Et du coup, donc le tome 8.5 s'appelle le livre des secrets, puisque du coup, elle nous révèle plein de secrets dans les parties dossiers, etc. Ce livre, il est indispensable à la lecture. Je l'ai déjà dit dans mon update, mais le tome 8.5, il n'est pas possible de ne pas le lire pour lire le tome 9 qu'elle va sortir, puisque en fait, le roman court, il est essentiel à la compréhension du récit. Et moi, franchement, je pense que ce qui m'a fait le mettre dans ce top, c'est le récit, parce que il est court, mais il est intense. Et il est génial, quoi, ce récit, je veux dire. Enfin, ce court roman-là. Moi, j'ai adoré ce top. Après, une chose qui m'a aussi fait le mettre dans ce top, c'est tout simplement que j'ai dévoré la partie dossier à une vitesse. On en apprend plein, on en apprend plus. C'est génial. Je ne peux que vous recommander la saga. Ensuite, les 2 premières places, ça a été extrêmement difficile pour moi de les placer, puisque... Ah, franchement, en fait, vous allez voir, c'est des sagas qui ont tellement à voir l'une avec l'autre. Et après, je me suis dit, en fait, il y en a une, je l'ai dévorée. Quand l'autre, je l'ai vraiment kiffé, hein, faut le dire, mais j'avais moins cette sensation de besoin et de cette sensation de j'ai envie d'aller vers la suite tout de suite, vous voyez. Donc, j'ai placé celui-ci en 2e position. Donc, en 2e position, je vous présente la saga du coup du Prince Cruel, puisqu'il y a le Prince Cruel et le Roi Maléfique. Je n'ai pas mis la nouvelle parce qu'en soi, la nouvelle, elle ne casse pas 3 pattes à un canard. C'est bien parce que tu apprends un peu on va dire les motivations de Tarine, sans spoiler rien bien évidemment. Mais c'est pas innovateur ni rien. Enfin, je veux dire, tu n'apprends pas vraiment beaucoup d'autres. Tu n'apprends pas vraiment grand chose. Alors, du coup, Le Prince Cruel a été lu cet été quand Le Roi Maléfique a été lu en septembre-octobre, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus si éloigné que ça, vous voyez, mais j'ai quand même plus apprécié la saga qui vient après, alors que Le Prince Cruel, c'est un coup de cœur intersidéral. Le Roi Maléfique, encore plus, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il s'avère que non, ça ne l'a pas fait autant que l'autre. Mais si c'est mes 2 premiers, vous vous doutez bien que c'est quand même des lectures excellentes. À tel point que ma meilleure amie qui n'aime pas trop la fantasy et la romance, je lui ai donné envie de le lire. Juste en lui en parlant comme ça. Du coup, lis-le Tiffany si tu passes par là parce que vraiment, vraiment, c'est trop trop bien. Alors, je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que je veux pas en fait vous spoiler parce que étant donné que j'ai lu les 2 premiers tomes, des fois en fait, genre, je peux mélanger les résumés. On s'assure et je lis. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à terre affaillée est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ami de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. C'est de l'enemies to lover, c'est de la fantaisie. Il faut savoir que c'est bien plus que juste un duel. En fait, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire, comme je vous dis, de l'enemies to lover. C'est des complots, c'est de l'action, c'est des rebondissements, c'est de la trahison. Moi, j'adore, vraiment, vraiment. Pour le coup, c'est la première fois que je lis un livre avec autant on va dire, comment dire, de passages différents. C'est-à-dire que quand moi, je lis souvent de la romance, bah, t'as que des passages de romans, genre triste, heureux, en couple, etc. Enfin, je schématise un petit peu, bien évidemment. Mais là, en fait, comme je vous l'ai dit, t'as de l'action, t'as des moments familiaux, t'as de l'amour, t'as un peu du drame, t'as de la violence. Enfin, t'as vraiment plein de trucs. Alors, la violence, c'est juste pour pas vous spoiler sur l'action qui a été faite pour la violence, parce que moi, j'ai kiffé le découvrir. Mais voilà, j'adore cette saga. Le tome 2 finit, mais sur une chose... J'ai hâte que le 3 sorte, je vais le précommander d'ailleurs. Mais vraiment très hâte de lire. Donc le tome 3 s'appelle La Reine sans royaume et j'ai
extrêmement hâte de pouvoir le lire. Il sera lu en clairement, je pense, 2 jours, le tome 3. Parce qu'en plus, il sort avant mes partiels. Donc, logiquement, parfait, je peux me le caler. Mais en outre, du coup, comme je vous l'ai dit, énorme coup de cœur pour ces 2 tomes. Alors pour le coup, les 2 tomes, je les ai kiffés. En fait, je saurais pas dire si j'ai préféré le 1 ou le 2 dans le sens où le 1, ça a été la découverte de l'univers et le 2, ça a été des approfondissements dans certaines choses. Il y a, en fait, dans les 2 tomes, tu as de la trahison, tu as de l'action, tu as du rebondissement, tu as de la romance, entre guillemets. Tu as des personnages que tu découvres, tu as des personnages qui disparaissent. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. J'ai autant aimé l'un que l'autre, mais je ne saurais pas vous dire lequel j'ai préféré. Enfin, en première position de ce classement, et pas des moindres, puisque en fait, du coup, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est ma meilleure lecture, ma meilleure découverte et la meilleure saga de cette année. Je vous parle d'Acotar, donc Un palais d'épines et de roses, Un palais de colère et de brume, en sachant que le tome 3 n'a pas pu être lu cette année à cause des partiels, mais que quand j'ai fini le tome 2, j'ai dû me retenir pour ne pas lire le tome 3. Mais sinon, la saga aurait été enchaînée et totalement lue. Mais du coup, là, je vous les présente dans l'édition collector qui est sublime, hein, qu'on se le dise. Elle est magnifique. Et du coup, ces tomes ont été lus tout récemment, hein, puisqu'ils ont été lus en... Peut-être que le tome 1 a été fini en novembre, mais je crois que tous les deux étaient décembre. Je suis plus extrêmement sûre, mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est mes dernières lectures. C'est mes dernières lectures. Donc, est-ce que ça joue sur le fait que ce soit mes coups de cœur ? Oui et non, parce que en fait, je vais vous lire l'histoire et je vais vous dire. Je vais pas vous lire l'histoire, je vais vous lire le résumé. Ce sera mieux. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un faille. Et la voici emmenée de force à Pritchan, au royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faille, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Pardon. Cette édition, La Martinière Jeunesse Fiction, pardon, je ne l'ai même pas dit. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais version moderne, version faille, version fantasy, tout ce que vous voulez. C'est écrit par Sarah Dimas, je ne l'ai même pas dit non plus. Du coup, c'est quoi Akotar? Akotar, c'est du slow burn. C'est de l'Enemies to Lover. C'est une réécriture de conte, comme je vous l'ai dit. Du moins pour le tome 1. Après, pour le reste, c'est totalement du laisser-aller de la part de l'autrice qui fait qu'on part un peu de cette réécriture de conte pour mon plus grand plaisir, hein, puisque ce livre était génial. Alors là, j'ai mis mes post-it, mais là, non, parce que je l'avais lu partiellement sur e-book. Donc, j'ai pas encore eu le temps de remettre mes citations. Mais du coup, franchement, cette saga, elle est dingue. Par contre, je suis un peu triste parce que j'ai appris qu'en fait, c'était une trilogie et que le tome 4, ça parlait plus de Feyre, mais d'une de ses sœurs. Et du coup, j'étais en mode... Non, moi, je veux pas. Moi, je veux pas quitter Feyre et quelqu'un d'autre que je ne dirai pas pour pas vous spoiler. Mais je veux pas les quitter, genre... C'est mort, tu vois. Je ne veux pas, je ne veux pas. La fin de ce tome 2, j'étais en mode... Mon Dieu. Il me faut la suite. Heureusement, je l'avais, hein. Mais... partiel oblige, je n'ai pas pu l'enchaîner et du coup j'ai hâte de le lire, mais là je voulais pas le lire maintenant parce que j'ai pas mal travaillé, j'ai ma cousine qui est venue dormir, etc. Et du coup c'est pas des jours où en fait je lis comme je veux, donc je préfère attendre la semaine prochaine, je n'ai presque rien à faire, donc je pense que je me lirai à ce moment là. Mais du coup qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Énorme coup de cœur pour cette saga. J'ai adoré, c'était du coup la deuxième fois que je découvrais des failles et j'adore en fait, c'est un peu comme les vampires à l'époque, vous voyez. Et ben je suis amoureuse maintenant des écritures avec les failles. J'adore les personnages, j'adore l'histoire. Alors par contre, écoutez, au début j'avais très peur parce que je me suis dit, La Martinière Jeunesse Fiction, souvent c'est des écritures, vous savez, genre c'est pas de la jeunesse quoi. Et je me suis dit, Sarah Dimas, en plus, je pense que son écriture, elle va être lourde, elle va être, vous savez, il va y avoir des descriptions, etc. J'étais totalement déçue parce que Sarah Dimas, en fait, la plume de l'autrice, c'est-à-dire que ces histoires, là je parle notamment pour ces 2 tomes-là, hein, bien évidemment, je n'ai pas du tout trouvé ça long, je n'ai pas trouvé ça ennuyant, il n'y a pas trop de descriptions, il y en a assez. Les personnages ils sont bien faits, ils parlent bien. En fait, je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est typiquement le genre d'écriture que j'aime bien parce que ça prend pas la tête, c'est facile à comprendre,
c'est quand même assez classe. C'est-à-dire que c'est pas du wesh wesh, entre guillemets. Je vieillis en disant ça. Hein. Mais je sais vraiment pas comment expliquer. Mais je veux dire, la plume de l'autrice m'a fait aimer ce livre. Plus que de nécessaire, je pense. Puisque je crois que je l'ai dit. Peut-être dans un vlog. Je ne sais plus si je le vloguais à ce moment-là. Mais, ou alors c'est à ma soeur. Je disais que vraiment, en fait, quand la plume de l'autrice ou de l'auteur dont je lis le livre est vraiment bien, et bien en fait ça me permet de me plonger vraiment à fond dans la lecture. Et là je l'ai vraiment ressenti, donc du coup je sais que je vais aller tenter les autres sagas de Sarah J. Maas. J'ai déjà non, si, oui c'est ça, j'ai Kéléana. Et j'aimerais aussi tenter du coup mince, j'ai oublié le nom, Crescent City. Mais bref, ça on verra plus tard, c'est un peu du hors sujet. Là, du coup, je vous parle de ça. Je m'étale un peu plus que forcément, c'est le top 1. Mais énorme coup de cœur, je pense que je suis un peu un mouton, puisque tout le monde a aimé. Mais en même temps, c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais autant apprécié une lecture cette année que celle-ci. Parce que pareil, je vous remets dans le contexte, cette année, c'était une année assez difficile pour moi en termes de lecture, puisque j'ai été en panne de lecture pendant 1 an et demi. Au début, je ne me rendais pas compte, et j'ai commencé à vraiment me rendre compte en début d'année 2021, puisque je ne lisais plus du tout. J'avais cette envie de lire, je n'y arrivais pas et je n'écoutais quasiment que des audiobooks. Donc voilà, et là en fait le truc qui me fait quand même plaisir, c'est de remarquer que dans mon top 5, il y a principalement que des lectures et pas des écoutes. Puisque en soi, à part Nevermore, je les ai tous lus, les livres. Et les Nevermore, en fait, j'alternais, c'est parce que je les ai écoutés au moment où j'allais en partiel. Donc je les ai écoutés dans le bus, mais je sais que par exemple pour le 3, je l'ai commencé totalement en lecture et que ça m'a permis donc en plus apprécier ma lecture justement. Mais bref, du coup voilà, et c'était un peu une année difficile. Et là, comme je vous l'ai dit, de voir en fait que mon top 5, c'est que des livres que j'ai lus quasiment, eh bien ça me réchauffe un petit peu le cœur en me disant que oui, j'ai retrouvé ma passion pour la lecture. Et bref, j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 3 et 3.5 et du coup d'enchaîner sur le tome 4 puisque je veux quand même lire la suite même si on ne suit plus Feyre précisément. Bref, écoutez, en résumé, énorme coup de cœur. Il y a un avis lecture qui arrivera quand j'aurai lu le tome 3, comme ça je vous fais un avis lecture sur la trilogie principale et peut-être 3.5, je vais voir, ça dépend de qui ça parle. J'ai pas encore lu le résumé pour pas me spoiler, bien évidemment, donc je ne sais pas encore de qui ça parle, de quoi ça parle. Mais bref, écoutez, je vais passer tout de suite aux mentions honorables de cette vidéo parce que ça fait déjà très longtemps que je filme. Les mentions honorables de cette vidéo, je vais aller très vite dessus, je vais pas forcément faire de résumé ni rien. Donc la première, c'est tout simplement Vampiria, donc de Victor Dixon, puisque ça a été quand même un énorme coup de cœur en cette année. J'ai pas mis le tome 2 parce que je l'ai quand même beaucoup aimé, mais je l'ai beaucoup moins apprécié que le tome 1. Donc, il y a des avis lecture pour les deux. Enfin, j'ai filmé l'avis lecture pour le tome 2, il n'est pas encore sorti, mais pour le tome 1, il y en a un sur la chaîne. Et donc, globalement, hein, c'est tout simplement le roi Louis XVI qui n'est jamais mort et qui s'est transformé en vampire et qui depuis règne sur la France. Et du coup, le statut de vampire s'est répandu un peu partout dans le monde. Et nous, on va suivre Jeanne qui va tout simplement voir sa famille assassinée sous ses yeux et qui va prendre l'identité d'une fille de son village pour ne pas être tuée également. Et tout ce qu'elle veut, c'est se venger. Elle va devenir pupille du roi et elle va tout faire pour pouvoir approcher le roi et le tuer tout simplement. Et on la suit dans cette quête. Pardon. Et oui, le tome 1 et 2 étaient génial et c'est pour ça que étaient géniaux, pardon. Et c'est pour ça que ils sont là tous les deux, enfin du moins le tome 1 parce que le tome 1 a été vraiment cool. La deuxième mention honorable, je n'ai pas pu prendre tout dans mes mains puisque j'en ai énormément, vous les voyez derrière, puisque je vous parle tout simplement des mangas de Naruto, donc de Masashi Kishimoto aux éditions Kana. Naruto, ça a été tout simplement la découverte de l'année, donc j'ai regardé l'animé. J'ai tellement aimé ça que du coup maintenant je regarde beaucoup d'animés. J'ai commencé les mangas avec lui et Naruto quoi, enfin je veux dire ça c'est en soi limite c'est même je pense ma meilleure lecture de l'année, mais voilà comparé aux romans genre je me suis dit je vais quand même vous présenter des romans puisque Naruto je vous en ai quand même beaucoup rabâché cet été et du coup voilà. J'adore, j'adore. Du coup, Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon en fait qui abrite en lui le démon renard à 9 queues et qui est haï par tout le village puisque le démon renard à 9 queues a fait un massacre pas possible. Il faut savoir que du coup, Naruto est orphelin
Et tout simplement Naruto, lui, son rêve c'est de devenir Hokage. Et Hokage c'est tout simplement le chef et du coup la personne la plus puissante de son village. Donc le village de Konoha. Et on va le suivre dans ses aventures. Donc il faut savoir que du coup pour ça il faut devenir ninja. Et il veut devenir ninja. Et on va le suivre du coup dans son équipe, dans ses aventures. On va apprendre que Naruto du coup il est un peu différent des autres, etc. Et voilà, c'est une aventure extraordinairement géniale hein, qui est Naruto. Moi personnellement je ne peux que vous la conseiller. Il y a de l'amitié, il y a de la vengeance, il y a du combat, il y a de l'amour, il y a de l'histoire, il y a de l'amitié. Vraiment, vraiment Naruto, énorme coup de cœur pour cette année. J'ai pas tous les tomes en grand. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je les voulais tous en grand, mais je n'ai pas pu malheureusement les avoir tous en grand. Et voilà, globalement, Naruto restera quand même, je pense, ma découverte de l'année et peut-être quand même ma meilleure lecture. Parce que du coup, Naruto, cette année, j'en ai lu 36. J'ai lu 36 tomes de Naruto. Énorme, mais en même temps, gros. Mais bref, de toute façon, vous retrouverez Naruto dans un avis lecture. J'ai décidé que j'en ferai un quand je serai à la moitié, tout simplement, de la saga. Et je crois que d'ailleurs que j'y suis rendue, en fait. Oui, c'est ça, 36 et 36. C'est la moitié, Marie. Donc, eh bien, vous aurez prochainement un update lecture, du coup, sur les mangas de Naruto. Mais je l'ai un peu tout résumé ici, en fait. Puisque, en résumé, Naruto, si jamais vous n'avez jamais lu de manga et que vous aimez bien les animés, déjà peut-être les animés dans le style de Naruto, eh bien lisez Naruto. Si vous avez aimé l'animé, lisez Naruto, c'est ce que moi je fais personnellement. Et si jamais vous voulez tout simplement découvrir les mangas, pourquoi pas découvrir Naruto, à savoir que les premiers sont pas les meilleurs parce que quand il est tout petit, c'est-à-dire quand il est comme ça en fait, c'est pas du tout les meilleures histoires. Quand il devient, on va dire, ado, c'est 10 fois mieux, mais vraiment. Mais du coup, voilà, c'est du coup tous mes coups de cœur de l'année, même si j'en ai eu beaucoup d'autres, c'est quand même mes coups de cœur de mes coups de cœur. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.